Édipe roi de Sophocle. Mythe universel qui acquiert en cette période particulière de pandémie une résonance tout à fait étonnante. En effet, la pièce commence lorsqu'un prêtre vient supplier Édipe de trouver une solution quant à ce malheur qui s'est abattu sur Thèbes. La question, ou plutôt le contexte d'épidémie dans un certain nombre de romans leur donne un relief tout à fait particulier et a même une fonction symbolique. C'est le cas chez Thomas Mann dans La mort à Venise, Der Tod in Venedig, chez Camus bien sûr, La peste à Oran, chez Jean Giono, Un hussard sur le toit, d'autre part, je pense à L'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez, et enfin à Némésis de Philip Roth. J'avais donc l'intention de concentrer mon cours d'approche historique de la littérature cette année au thème de l'épidémie, des épidémies dans la littérature mondiale. Et puis finalement cette épidémie m'a pris un petit peu de court, car il y a eu des modifications sensibles dans l'enseignement à certaines périodes au début de cette année académique 2020-2021. Les cours devaient se donner en présentiel, puis très rapidement il y a eu un confinement pour les étudiants de l'enseignement supérieur et universitaire, et finalement tous les cours ont dû se donner en visioconférence. Mythe universel, disais-je en commençant. Pour beaucoup de nos contemporains, Édipe renvoie au fameux complexe découvert par Sigmund Freud à l'extrême fin du XIXe siècle, en 1899, dans sa Traumdeutung, l'interprétation des rêves. Voici la traduction dont je vais me servir, qui, aux pages 228-229, écrit ceci. Cette pièce n'est autre chose qu'une révélation progressive et très adroitement mesurée, comparable à une psychanalyse, du fait qu'Édipe lui-même est le meurtrier de Laïos, mais aussi le fils de la victime et de Jocaste. Épouvanté par les crimes qu'il a commis sans le vouloir, Édipe se crève les yeux et quitte sa patrie. L'oracle est accompli. Si les modernes sont aussi émus par Édipe roi que les contemporains de Sophocle, cela vient non du contraste entre la destinée et la volonté humaine, mais de la nature du matériel qui sert à illustrer ce contraste. Il faut qu'il y ait en nous une voix qui nous fasse reconnaître la puissance contraignante de la destinée dans Édipe. Nous l'écartons aisément dans l'Aïeul ou tant d'autres tragédies du destin. Ce facteur existe en effet dans l'histoire d'Édipe roi. Sa destinée nous émeut parce qu'elle aurait pu être la nôtre, parce qu'à notre naissance, l'oracle a prononcé contre nous cette même malédiction. Voici donc
ce que Freud a écrit il y a maintenant 120 ans. Beaucoup d'adolescents maintenant n'ont plus la chance de faire des humanités gréco-latines et donc d'étudier dans le texte cette tragédie que je me propose d'étudier avec vous et qui est si belle. Je l'ai certainement relue une dizaine de fois, comme un certain nombre d'autres œuvres que je me propose de vous présenter donc l'an prochain. En particulier Hamlet de Shakespeare, Phèdre de Racine, et alors pour l'époque plus récente, parce qu'elle nous concerne tout particulièrement aujourd'hui, 1984, 1984 de George Orwell. Édipe Roi a donc été écrite par un poète du nom de Sophocle qui vit à Athènes au 5e siècle avant notre ère, donc il y a plus de 2400 ans maintenant. Qu'est-ce qu'un mythe? Puisque c'est le premier mot que j'ai utilisé dans cette causerie, mythe universel. Un mythe est un récit oral tout d'abord, pendant bien longtemps, avant qu'il ne soit mis par écrit. Mythe, récit plutôt de sociétés anciennes, mais il y a toujours des mythes qui sont conçus à notre époque, qui renvoient à un ordre antérieur à l'ordre contemporain et qui nous touche en profondeur par sa sensibilité. Ces récits concernent l'origine de l'humanité, l'origine de la société dans laquelle on vit, expliquent l'origine de ses institutions. Et donc le mythe a une valeur essentielle dans la cohésion des sociétés. Édipe Roi est aussi et d'abord une tragédie. Qu'est-ce que c'est qu'une tragédie? Une tragédie, pour tout un chacun, c'est une pièce de théâtre qui se termine mal, dans laquelle on souffre, à l'inverse d'une comédie qui nous fait rire et qui se termine bien. Ça, c'est évidemment, je dirais, une définition très simple, très binaire également, d'opposition entre ces deux genres littéraires. Les tragédies trouvent, ou la tragédie plutôt comme genre, trouve ses origines dans une cérémonie religieuse, c'est en tout cas ce que Aristote explique, tragédie religieuse dans laquelle un bouc, et le mot tragédie signifie justement le chant du bouc, un bouc donc était sacrifié sur un autel autour duquel des officiants chantaient, c'est le fameux chœur du théâtre antique, et pour Aristote, c'est l'origine de la tragédie grecque, je dirais même du théâtre grec. À partir de la fin du VIe siècle, au 5e siècle avant notre ère, la tragédie a fait l'objet de concours à Athènes, ce que les Grecs appellent des agonès, c'est-à-dire des compétitions
entre écrivains pour décrocher le premier prix. Ces pièces de théâtre, ces tragédies donc, écrites par des poètes, étaient représentées chaque année à Athènes, et Sophocle fut l'un de ces poètes qui représenta toute une série de tragédies successivement. La tragédie a pour objet, ou plutôt pour objectif, d'émouvoir par une thématique et par un jeu des acteurs qui émeut, parce que le cœur de l'intrigue repose sur une situation horrible qui suscite tantôt justement l'horreur, mais aussi la pitié. Ces deux sentiments se retrouvent dans Édipe Roi, et c'est ce que devaient ressentir les spectateurs athéniens lorsqu'ils l'ont vu. Le mythe était, et les tragédies qui véhiculaient des mythes étaient particulièrement efficaces, puisqu'ils avaient inconsciemment pour fonction, et ça marchait, de ramener, si je puis dire, pour utiliser un mot freudien, qui parle de catharsis lui-même, dans ses ouvrages, lorsqu'il pratique la psychanalyse, et les tragédies avaient une fonction similaire, où il s'agissait au fond pour les spectateurs de se nettoyer du stress au fond, du stress personnel, du stress social qui pouvait les habiter et qui pouvait les conduire à participer, le cas échéant, lorsque la marmite bouillait trop, à se révolter. C'est ce que craignent les Grecs par-dessus tout, c'est la stasis. Donc le théâtre a une fonction non seulement psychologique, mais essentiellement une fonction sociale. Une fonction qui peut être d'ailleurs aujourd'hui, mais à un autre niveau, celle des matchs de football, par exemple, lorsque les spectateurs se déchaînent symboliquement en s'identifiant à des joueurs appartenant à deux équipes rivales, ceci permettant symboliquement d'éviter des conflits dans la cité. À Athènes, les tragédies avaient donc aussi cette fonction-là, et peut-être d'abord. On va voir d'ailleurs quel est le rôle du cœur dans ce processus de catharsis. Le chœur, en fait, ce sont ces chanteurs qui, pendant le sacrifice du bouc, initialement dans ces cérémonies religieuses, parce que le théâtre était, comme beaucoup d'autres institutions en Grèce ancienne, et dans toutes les sociétés d'ailleurs, avait d'abord une fonction religieuse, comme le sport d'ailleurs aussi. N'oubliez pas que les Jeux olympiques étaient des jeux en l'honneur d'un dieu, lorsqu'ils se déroulaient à Olympie, dans un stade voué à Zeus. Donc,
ces tragédies avaient un fondement religieux et le chœur était donc cet ensemble de chanteurs qui tournaient autour de l'autel en chantant. Le terme chœur vient d'ailleurs étymologiquement d'un mot grec qui signifie chanter. Et le coryphée qui dirige le chœur est lui-même le maître de danse. Quand je dis chanter, c'est aussi danser. Hein. Il ne faudrait pas oublier cet aspect-là d'ailleurs. C'est une danse chantée. N'oubliez pas, bien sûr, que la poésie était toujours chantée. Hein, quand on entendait l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, qui remonterait au 8e siècle avant notre ère, eh bien, on ne faisait rien d'autre qu'entendre un long chant, ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y ait pas de chapitre dans l'Iliade et l'Odyssée, mais que ce que nous appellerions des chapitres soit appelé chant. Et ce chœur dansait en chantant autour de l'autel en cadence, car il s'agissait bien d'une danse religieuse, un petit peu comme David autour de l'Arche d'Alliance, au Xe siècle avant notre ère, et le chœur dansait une fois dans un sens, et puis dansait ensuite dans un autre sens, en alternance. Ces tours chantés dans un sens ou dans un autre s'appellent des strophes et des antistrophes, quand on changeait de sens. Quels sont donc les éléments importants que l'on trouve dans les mythes? Je vous ai expliqué que dans le mythe, on trouve une histoire, mais une histoire intemporelle, celle des origines, si je puis dire, mais qui n'est pas datée, qui appartient à un temps indéterminé, justement. Et dans Édipe roi, en tout cas, se l'est rappelé à un moment donné de la pièce, il est question de deux temps successivement, car Édipe est celui qui a délivré la ville de Thèbes, dont il devient roi dans des circonstances particulières que je décrirai tout à l'heure. Édipe a délivré la ville d'un monstre, le Sphinx ou la Sphinge, à la suite d'un questionnement que tout le monde connaît, donc sur lequel je ne vais pas revenir. Mais c'est aussi un personnage qui est légendaire, il n'est pas seulement mythique. La Sphinge appartient, ou le Sphinx appartient effectivement à un univers fantasmatique antérieur au temps historique, tandis que Édipe lui-même appartient à un temps légendaire à nos yeux, mais considéré comme historique pour les Grecs eux-mêmes. Dans un mythe, des questions philosophiques essentielles sont posées sur la destinée humaine. Et c'est ce qui nous émeut, d'ailleurs, le plus souvent, et nous pose question par définition. La légende d'Édipe a eu un certain nombre de prédécesseurs qui ont laissé des traces écrites, après certainement de nombreuses versions orales qui ne sont pas parvenues jusqu'à nous, avant donc Sophocle. Le premier texte
que nous possédons est due au premier poète grec, à savoir Homère, qui dans l'Odyssée, voici, j'utilise ici l'édition de Jean Bérard en folio, mais qui est tirée de l'édition des Belles Lettres, sauf erreur de ma part, c'est-à-dire... ah non, non, ce n'est pas l'édition des Belles Lettres, c'est en fait tiré de la bibliothèque de la Pléiade, donc ce n'est pas tiré de la collection Guillaume Budet. Et voici ce que Homère, je ne vais pas dire écrit, puisqu'il n'écrivait pas, puisque son poème l'Odyssée était chanté, mais ce que l'on trouve en tout cas dans l'Odyssée, qui littéralement signifie l'aventure, les aventures d'Ulysse. Je suis ici au chant 11, dans les vers, je n'ai pas les vers précis ligne par ligne ici, mais ça se situe donc entre les vers, selon moi, 265 peut-être, et 280. Et la mère d'Édipe, cette belle Épicaste, autre nom donc pour Jocaste, la mère d'Édipe, qui d'un cœur ignorant commit le grand forfait, et l'épousa son fils, meurtrier de son père et mari de sa mère. Soudain les immortels révélèrent son crime. Il put régner, pourtant sur les fils de Cadmos, dans la charmante Thèbes, mais torturée de maux par les dieux ennemis, tandis qu'elle gagnait la maison de l'Hadès aux puissantes charnières. Affolée de chagrin, elle avait au plafond de sa haute demeure suspendu le lacet. Après elle, son fils reçut en héritage les innombrables maux que peuvent déchaîner les furies d'une mère. Ce qui est mis en évidence ici par Homère, c'est le remords suscité chez Édipe après le crime de son père et ce second crime qui est celui de l'inceste, puisqu'il a couché avec sa mère dont il est devenu le mari. Il n'est pas question, si vous le voyez bien, et ce n'est pas indiqué par la suite d'ailleurs, que Édipe se crève les yeux. Beaucoup plus tard, donc au 5e siècle, Échille, qui précède chronologiquement Sophocle, écrit les 7 contre Thèbes. J'utilise ici, alors cette fois-ci, je ne me trompe pas quand même, il s'agit bien de l'édition Les Belles Lettres, donc Guillaume, la collection Guillaume Budet. C'est un texte édité en traduction française en 1962. Et dans les 7 contre Thèbes, ici je me trouve dans la traduction française, page 163, voici ce que l'on entend du chœur, c'est-à-dire ce groupe de danseurs, de chanteurs en fait. La fonction du chœur étant d'être un relais des angoisses, des espoirs du personnage principal et d'être aussi la voix de sa conscience, mais surtout la voix civique de la cité elle-même. Voilà ce que on lit dans le chœur. Je pense à la faute ancienne, vite châtiée, et qui pourtant dure encore à la 3e génération, la faute de Laios, rebelle à Apollon,
qui, par 3 fois, à Pytho, son sanctuaire prophétique, centre du monde, lui avait déclaré qu'il devait mourir sans enfant s'il voulait le salut de Thèbes. Mais Laios succombe à un doux égarement, et il engendre sa propre mort. Édipe, le parricide, qui a osé ensemencer le sillon sacré où il s'était formé et y planter une souche sanglante, un délire unissait les époux en folie. Et maintenant une mer de maux vers nous pousse ses lames. Si l'une s'écroule, elle en soulève une autre, 3 fois plus puissante, qui gronde et bouillonne autour de la poupe de notre cité. Chez Échille, donc, ce n'est plus le remords d'Édipe qui est mis en évidence, c'est la fatalité, le destin d'une famille qui, sur 3 générations, va connaître une malédiction. On est dans le scénario, dans le schème du destin des Atrides, où une situation se retrouve à chaque génération, il y a répétition. Dans le cas des Atrides, c'est évidemment des meurtres sans fin au sein d'une famille pour venger chaque fois celui que l'on aime et qui ne finirait jamais. Reste enfin Euripide qui vient après Sophocle et qui lui a publié un Édipe, mais duquel nous n'avons que quelques fragments. Dans un de ces fragments, il est question du meurtre de Laios qui intervient également, mais je ne peux pas vous le lire puisque par définition je n'ai pas ce texte sous la main. Édipe roi s'inscrit dans un contexte particulier qui est celui d'Athènes, au 5e siècle avant notre ère, où il y a des réminiscences de conflits avec 2 villes voisines, d'une part Corinthe et d'autre part Thèbes. Ce n'est donc pas par hasard que ces 3 villes interviennent dans la tragédie. Corinthe comme ville où Édipe a été recueilli par des parents adoptifs, le roi Polybe et son épouse. Thèbes, qui est le lieu de sa naissance, lieu dont il va être exilé et où il va revenir pour tuer son père et épouser sa mère, enfin il va tuer sur le chemin qui le mène à Thèbes son père et puis épouser à Thèbes sa mère, dont il aura 4 enfants. Et puis enfin, Athènes, je rappellerai que Sophocle est né à Colonne, qui est un faubourg d'Athènes, et une pièce qui succède à Édipe roi s'intitule justement Édipe à Colonne. Maintenant, on va essayer de voir quelle est l'originalité de cette tragédie de Sophocle qu'est Édipe roi. Mon intention n'est pas tellement de commenter cette œuvre que vous faire découvrir la beauté de ce texte en l'analysant bien sûr, afin de vous inciter, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait,
de la lire et si possible de l'écouter, car le théâtre est fait pour être vu et entendu, et la lecture ne sera jamais qu'un moyen de substitution pour découvrir les œuvres théâtrales. L'histoire d'Édipe, en tout cas dans cette tragédie, comprend trois parties. Une première partie consacrée à l'énonciation d'un malheur qui s'est abattu sur Thèbes, la peste, à la malédiction qui pèse sur la ville et qui a pour origine un crime horrible que l'on va découvrir bientôt, commis par l'un des Thébains. On ne sait pas à ce moment-là précisément qu'il s'agit d'Édipe. Toujours dans cette première partie de la pièce, Tirésias, qui est un devin aveugle, maudit Édipe en lui faisant comprendre que c'est lui le criminel, que lui, Édipe, en tant que roi de la ville, a décidé de chasser de la ville et de le punir surtout pour le crime qu'il a commis. La deuxième partie de la pièce est consacrée à l'inquiétude d'Édipe. Il se pose toute une série de questions sur ses origines. Et enfin, la troisième et dernière partie de la tragédie est consacrée d'une part au dévoilement et d'autre part au dénouement. Dévoilement tout d'abord. Dévoilement parce que deux personnages sont convoqués par Édipe. Le premier, c'est un messager, le second, c'est le seul survivant du meurtre de Laios. Au départ, un messager vient de Corinthe pour annoncer à Édipe que son père, celui qu'il croit être son père, est en fait son père adoptif, Polybe, le roi de Corinthe, est mort. Il va lui révéler bientôt que la rumeur qui circule selon laquelle il ne s'agirait que de son père adoptif est fondée et qu'effectivement, Polybe n'est pas son père biologique. Deuxième personnage, ce survivant de l'assassinat de Laios, qui a assisté à l'acte d'Édipe avant qu'il ne se rende donc à Thèbes, où il va être accueilli comme un sauveur dès lors qu'il aura pu résoudre l'énigme du Sphinx et donc délivrer la ville de ce monstre. La conjugaison du récit de ces deux personnages, d'une part le messager, d'autre part le survivant, va permettre à Édipe de comprendre enfin ce qu'il refoulait depuis bien longtemps, qu'il était le meurtrier de son vrai père et que d'autre part, il avait épousé sa mère, partagé sa couche et eu de leurs amours deux fils, des jumeaux, et deux filles. Les deux fils sont Éthéocle et Polynice, qui termineront tragiquement, mais ça c'est l'objet d'une autre pièce, Antigone. Et alors effectivement ces deux filles, Antigone, qui sera son bâton de vieillesse, si je puis dire,
une fois qu'il se sera crevé les yeux, et Ismène. Ils vont d'ailleurs s'opposer, mais ça c'est l'objet d'une autre pièce que je viens de citer il y a quelques instants. Pièce sublime également. Le dénouement, c'est qu'une fois que Édipe d'une part et Jocaste d'autre part ont pris conscience de ce qu'ils ont fait, on apprend que Jocaste s'est pendu, et d'autre part, on assiste à l'acte d'aveuglement d'Édipe par lui-même, puisqu'il se crève les yeux. Les personnages, maintenant. J'ai eu l'occasion de citer la plupart d'entre eux, mais pas tous. Deux personnages qui jouent un rôle important, le premier peut-être encore plus que le second, qui n'intervient qu'à la fin, enfin, en tout cas aux trois quarts, je dirais, de la tragédie, alors que le premier intervient plus tôt. Il s'agit de Tirésias et de Créon. Qui est Tirésias? Tirésias, c'est ce devin, ce prophète, donc, qui est le plus célèbre de la Grèce, qui est aveugle, qui est vieux, et qui sait, lui, exactement ce qui s'est passé, qui sait qui est le coupable, qui sait qui est le criminel qui est à l'origine de la peste qui s'est abattue sur la cité. On peut dire que Tirésias, c'est la figure symétrique d'Édipe. Édipe voit physiquement, mais il ne voit pas la vérité, alors que Tirésias, c'est juste l'inverse. Il est aveugle, mais il connaît la vérité. Ce thème de l'aveuglement physique qui permet de connaître la vérité, et qui est donc une preuve de génie quelque part, se retrouve à d'autres moments dans la tragédie grecque, dans la poésie grecque. Pensons à Homère lui-même, dont la tradition fait de lui un aveugle. Au début de l'Odyssée, d'ailleurs, je ne sais pas si je vais retrouver ça, mais c'est vraiment tout au début de l'Odyssée, il est question de Démodocos. Démodocos qui est un aveugle qui récite l'Odyssée, qui est à l'origine du récit et qui n'est rien d'autre que le double en fait d'Homère. Je ne trouve pas ici, mais je sais qu'il en est question, d'autant plus que j'ai intitulé mon propre site sur WordPress Démodocos, où j'explique un petit peu qui est Démodocos et quelle est sa fonction. Maintenant, il y a bien sûr Édipe. Édipe qui est aveuglé. Ah non, je voulais d'abord vous parler de Créon, excusez-moi. Créon, lui, c'est le frère de Jocaste, donc c'est le beau-frère d'Édipe. Il incarne l'idéal grec. C'est plutôt un personnage sympathique, en tout cas dans Édipe roi, dans Antigone, ben là, les sentiments peuvent être partagés, mais par l'attitude qu'il a face à Antigone, qui se réfère aux lois universelles, qui sont supérieures pour lui, pour elle plutôt, aux lois humaines, puisqu'elle renvoie l'univers divin, l'univers céleste,
On peut dire que Créon est un personnage humain qui a de la pitié vis-à-vis de la situation d'Édipe, qui est un sage, qui en aucune manière n'est servile, et qui d'ailleurs va prendre la succession d'Édipe une fois qu'il sera déchu de la royauté. Maintenant, Jocaste, avant d'aborder le personnage principal qu'est Édipe. Jocaste, c'est donc la mère et l'épouse d'Édipe. On peut dire qu'elle est la mémoire de Thèbes, parce qu'elle sait, c'est au fond celle qui sait le plus dans cette histoire, par elle-même, je dirais, à l'inverse de Tirésias qui sait, parce qu'il est l'oracle d'Apollon. Il a une source extérieure, une source divine, lui. C'est la mémoire de Thèbes. Elle est un esprit relativement moderne. Quand je dis moderne, je veux dire qu'elle est rationnelle. Elle est incroyante tout en ayant un certain nombre de doutes quand même. D'ailleurs, on peut se poser la question si dès le départ, elle ne sait pas, elle, ce qui s'est vraiment passé. Et qu'au fond, la vraie coupable, c'est elle dans l'affaire. Elle est mystérieuse et on peut considérer, en tout cas si on en fait une analyse au second degré, qu'elle est un petit peu cette mangeuse d'hommes qu'est la Sphinge. Mais ça, c'est une interprétation personnelle. Quant à Édipe lui-même maintenant, enfin. Étymologiquement, Édipe signifie le boiteux, celui qui a les pieds enflés. Enflés parce que ses parents biologiques, connaissant l'oracle d'Apollon, sachant donc qu'il allait les tuer son père en tout cas, pas sa mère, mais tuer son père, avait décidé de le faire amener par un berger sur un mont qui est le mont Achéron, à la frontière du royaume de Thèbes et de Corinthe. Il devait être tué. Ça n'a pas été le cas. Le berger avait décidé de trouer ses pieds, d'y faire passer une corde pour l'attacher, quand il n'était encore que bébé. Et c'est un berger de Corinthe qui l'avait recueilli, l'avait ramené au palais du roi et de la reine de Corinthe, qu'il avait donc adopté. Ce qui explique effectivement la méprise d'Édipe, qui croyait être le fils biologique de Polybe et de son épouse, alors qu'il était en fait leur fils choisi, leur fils adopté. Édipe, par son nom même, est un personnage un petit peu ambigu, comme sa mère l'est aussi. Hein. Jocaste est un personnage particulièrement ambigu, parce que dans la pièce, on se dit, oui, mais sait-elle ou ne sait-elle pas? Et le doute reste jusqu'au bout. Édipe est un personnage qui sait sans savoir, ou plus exactement, oui, qui sait sans savoir qu'il sait, plus exactement. Hein. On est un peu même dans un processus de type maïeutique, qui est mené ici non pas par Socrate, mais par Tirésias, et puis par les deux messagers, et puis par Édipe lui-même, qui, à un moment donné, se met à poser lui-même les questions, comme on va le voir dans les extraits que je vais vous lire dans un instant. Il est boiteux, c'est-à-dire que, de nouveau interprétation personnelle, c'est-à-dire que il est, au fond, cet homme
qui, à la naissance, marche à quatre pattes, parce que s'il essaye de se mettre debout, il tombe, qui à l'âge adulte marche sur deux pattes, et puis qui, pendant la vieillesse, a besoin d'une canne, et donc boite. Donc on peut dire qu'Édipe est à la fois un enfant, un vieillard, et qu'il ne devient adulte, curieusement, que lorsqu'il a une canne, aveuglé, lorsque sa fille Antigone lui sert effectivement de soutien à la fin de sa vie, dans la deuxième partie de sa vie en tout cas. Édipe est un personnage qui confond les repères, et ici je ne veux pas faire de mots lacaniens, repères bien sûr. Quant au cœur, dont je parle ici en tant que personnage, alors qu'il s'agit de plusieurs personnages, le cœur, mais qui s'exprime d'une seule voix quand il s'exprime. J'ai expliqué tout à l'heure que le cœur tourne autour de l'autel qui, dans les théâtres grecs, n'est plus, comment dirais-je, n'a plus sur lui un bouc que l'on sacrifie. Il est là sans être là, si je puis dire, ce bouc, mais l'autel est toujours présent. Et le chœur déambule dans une partie circulaire que l'on appelle l'orchestre, c'est-à-dire le lieu où le chœur danse et chante. Eh bien, cet orchestre, je vous l'ai dit tout à l'heure, exprime les angoisses, les espoirs d'Édipe, mais il représente surtout la cité, la conscience civique, le droit chemin, la ligne sur laquelle il faut revenir une fois le dénouement connu. Je dirais même que le chœur permet le dénouement, puisqu'il est la conscience morale du héros. Et le chœur n'intervient pas à n'importe quel moment. Le chœur chante une litanie dont il n'est pas possible pour nous de connaître exactement le rythme, de connaître la tonalité, bien sûr, puisque nous n'avons pas de partition musicale pour cette époque-là, mais qui rompt, je dirais, avec les autres acteurs, les autres personnages, par la fonction particulière qu'il joue, celle de se soucier de la cité et de mettre les spectateurs à distance à des moments bien précis par rapport à l'action qui se déroule. Je ne vais pas m'attarder sur l'organisation de la pièce. C'est une tragédie, et les tragédies grecques ont un certain nombre de canons qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux d'une tragédie classique en France au XVIIe siècle, même si les tragédies classiques ont été pensées et écrites sur le modèle des tragédies grecques ou latines, elles-mêmes ne faisant que copier dans leur structure les tragédies grecques. Ce que l'on peut dire, c'est que dans une tragédie grecque, et je ne fais ici que me répéter,
il n'y a pas 5 actes, mais il y a des scènes qui se succèdent et qui sont séparées par l'intervention du chœur. Donc le chœur permet de distinguer les différentes scènes. Je vous ai expliqué que le chœur chante des strophes, puis des antistrophes, en fonction du tour des choristes derrière le coryphée pendant leur litanie. On peut dire en fait que dans cette pièce, Édipe-Roi de Sophocle, la tension monte en crescendo, que cette tragédie respecte la fameuse règle des 3 unités qu'on va encore trouver au XVIIe siècle, chez Racine par exemple, l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action, et c'est ce qui explique d'ailleurs que le suicide de Jocaste ne soit pas représenté sur scène, parce que ça se passe dans une autre pièce, donc dans un autre lieu, et que ensuite la règle de bienséance que l'on trouve au XVIIe siècle, mais qui est prévue, je dirais, théorisée par Aristote au IVe siècle, donc le siècle qui suit celui de Sophocle, d'Échille et d'Euripide, ne serait pas respectée, cette règle de bienséance. Enfin, il y a une 3e règle qui est bien respectée dans la tragédie, c'est la règle de la vraisemblance. Tout ceci se trouve noir sur blanc, si je puis dire, dans la poétique d'Aristote, dont je vous montre ici une édition très bon marché, 3 €, aux éditions Mille et une nuits, mais qui ne fait que reprendre en fait le texte de la collection Guillaume Budet. J'en arrive maintenant à cette tension que j'évoquais il y a quelques instants. La tension dans ce texte renvoie d'une part à l'opposition entre l'intelligence, entre la puissance et l'amour. Il y a évidemment 3 thèmes qui sont fondamentaux dans cette pièce. D'une part, la fatalité. Fatalité parce que on y apprend, on y vit, parce qu'une tragédie, ça se vit avec ses tripes, si je puis dire, c'est tout le corps, c'est toute la sensibilité qui est mise à contribution. L'homme n'est pas maître de sa destinée, il est à la fois coupable et victime, ce qui suscite l'horreur et la compassion. Fatalité donc, culpabilité, et enfin la liberté. On peut d'ailleurs se poser la question si Édipe, en se crevant les yeux, à la fin donc de cette pièce, n'agit pas dans un dernier geste de défi par rapport à Apollon et par rapport au monde divin. Voici maintenant la lecture de quelques textes tirés donc, comme vous vous en doutez, de l'édition Guillaume Budet, mais ici sous sa forme édité sous la forme d'un livre de poche. C'est donc la traduction de Paul Mazon dont je vais me servir. Donc voilà, je vous montre, voilà. Hein, donc. Alors, Édipe-Roi. Le premier passage que je vais vous lire est au fond un prologos. Prologos, c'est-à-dire
ce qui précède le discours. Plus exactement, techniquement, cela signifie ce qui précède l'apparition du cœur. C'est un terme technique qui est utilisé pour la tragédie grecque et qui aboutit à une supplique pathétique où un vieillard intervient, c'est le porte-parole de la foule, et on voit d'ailleurs dans cette première scène, une grande scène d'ailleurs, en début de l'œuvre, où l'on trouve réunis des Thébains qui appartiennent aux trois âges de la vie. On y trouve des enfants, on y trouve des adultes, et on y trouve enfin ce vieillard. Donc on est de nouveau dans la problématique du Sphinx, que j'évoquais tout à l'heure, qui, dans son énigme, par l'énigme qui est posée à Édipe, renvoie au tragique de l'homme, qui au départ est tout petit, il ne sait pas ce qu'il fait, puis devient adulte, et à la fin de sa vie, il finit tragiquement par la mort, mais cette mort est précédée par un handicap, des infirmités. Il n'est plus tout à fait ce qu'il avait été auparavant. Donc, c'est cela le destin de l'homme, phase par lesquelles oui, la grande majorité d'entre nous passe. Je dis la grande majorité parce qu'il y a hélas des individus qui décèdent avant de connaître la vieillesse. Et on va voir que dans cet extrait-ci, la mort est présente constamment, en tout cas dans la première partie du texte que je vais vous donner. Vous allez voir que dans la troisième et dernière partie, les impératifs sont très nombreux, tandis que dans la partie intermédiaire, il y a une héroïsation progressive d'Édipe. Édipe qui est roi, c'est le nom de la pièce, ne l'oublions pas, c'est le titre de la pièce, qui est roi, et qui a une fonction à la fois protectrice vis-à-vis de ses sujets, mais aussi une fonction religieuse. Je vous lis un extrait, c'est pas le tout début, où Édipe est le premier à parler, mais ça vient juste après, quand un prêtre, le prêtre de Zeus, est debout au milieu de la foule et s'exprime. C'est donc de ce personnage que vient la voix que vous allez entendre. Eh bien, je parlerai au souverain de mon pays, Édipe. Tu vois l'âge de tous ces suppliants à genoux devant tes autels. Les uns n'ont pas encore la force de voler bien loin. Les autres sont accablés par la vieillesse. Je suis, moi, prêtre de Zeus. Ils forment, eux, un choix de jeunes gens. Tout le reste du peuple, pieusement paré, est à genoux, ou sur nos places, ou devant les deux temples consacrés à Pallas, donc à Athéna, ou encore près de la cendre prophétique d'Isménos. Tu le vois, comme nous, Thèbes, prise dans la houle, n'est plus en état de tenir la tête au-dessus du flot meurtrier. La mort la frappe dans les germes où se forment les fruits de son sol. La mort la frappe dans ses troupeaux de bœufs, dans ses femmes qui n'enfantent plus la vie. Une déesse porte-torche, déesse affreuse entre toutes, la peste, s'est abattue sur nous, foyant notre ville et vidant peu à peu la maison de Cadmos, cependant que le noir enfer va s'enrichissant de nos plaintes, de nos sanglots. Certes, ni moi ni ses enfants, à genoux devant ton foyer, nous ne t'égalons aux dieux, non, mais nous t'estimons le premier de tous les mortels dans les incidents de notre existence et les conjonctures créées par les dieux. Il t'a suffi d'entrer jadis dans cette ville de Cadmos
pour la libérer du tribut qu'elle payait alors à l'horrible chanteuse, donc la sphinge. Tu n'avais rien appris pourtant de la bouche d'aucun de nous, et tu n'avais reçu aucune leçon. C'est par l'aide d'un Dieu, chacun le dit, chacun le pense, que tu as su relever notre fortune. Eh bien, cette fois encore, puissante Édipe, aimée de tous ici, à tes pieds nous t'implorons, découvre pour nous un secours. Que la voix d'un Dieu te l'enseigne ou qu'un mortel t'en instruise, n'importe. Les hommes éprouvés se trouvent aussi ceux dont je vois les conseils le plus souvent couronnés de succès. Oui, redresse notre ville, ô toi le meilleur des humains. Oui, prends garde pour toi-même. Ce pays aujourd'hui t'appelle son sauveur, pour l'ardeur à le servir que tu lui montras naguère. Ne va pas maintenant lui laisser de ton règne ce triste souvenir, qu'après notre relèvement, il aura ensuite marqué notre chute. Redresse cette ville définitivement. C'est sous d'heureux auspices que tu nous apportas autrefois le salut. Ce que tu fus, sois-le encore. Aussi bien si tu dois régner sur cette terre comme tu y règnes aujourd'hui, ne vaut-il pas mieux pour cela qu'elle soit peuplée que déserte? Un rempart, un vaisseau ne sont rien s'il n'y a plus d'hommes pour les occuper. Fin donc de cette citation où le prêtre de Zeus s'exprime, ce vieillard. Alors, vous remarquerez qu'il y a donc trois parties, comme je l'annonçais tout à l'heure. Une première partie qui évoque le thème de la mort, hein, lorsqu'il est question du flot meurtrier, la mort la frappe, donc la ville de Thèbes, la mort la frappe une deuxième fois dans ses troupeaux de bœufs, une déesse porte-torche, déesse affreuse entre toutes, la peste s'est abattue sur nous, foyant notre ville et vidant peu à peu la maison de Cadmos, cependant que le noir enfer va s'enrichissant de nos plaintes, de nos sanglots. Donc c'est une idée vraiment d'une ville qui est en train de mourir, une ville de désespérance, dans ce premier élément du prologos qui apparaît. Et puis il y a une deuxième partie. La deuxième partie, c'est le moment où le prêtre s'adresse à Édipe en l'évoquant, et je vais citer donc certains passages, où il apparaît crescendo comme un héros presque semblable au Dieu, qui seul va pouvoir, et ça ce sera la troisième partie, pouvoir aider les Thébains à s'en sortir. Nous ne t'égalons ô Dieu, nous t'estimons le premier, c'est par l'aide d'un Dieu, que la voix d'un Dieu te l'enseigne. Ce sont tous des éléments où on voit qu'Édipe est entre le monde divin et le monde des humains, et qu'à ce titre, lui seul va pouvoir agir. Et c'est ainsi que ce prologos se termine par une prière où les impératifs se succèdent, prière sous forme de supplique pour qu'il agisse. Oui, redresse notre ville. Oui, prends garde. Ce pays t'appelle son sauveur. Redresse cette ville définitivement. Ce que tu fus, sois-le encore. Voilà. Donc ce sont toute une série d'éléments de ce prologue qui est très très bien construit, savamment construit, et qui donc introduit les spectateurs qui regardent le spectacle à cette situation quasiment dantesque où on voit la mort qui est en train de rôder partout et où il y a une petite lumière dans les ténèbres, dans l'obscurité, c'est Édipe qui lui seul peut sauver
la cité. On va voir que c'est juste l'inverse, puisque c'est justement celui qu'on croit être la lumière qui a introduit la mort dans la cité. Nous allons passer maintenant à un deuxième extrait, qui est la consultation de Tirésias. Tirésias, je vous l'ai dit tout à l'heure en présentant le personnage, c'est un prophète, un devin, le plus célèbre de la Grèce, qui connaît la vérité, puisque lui, en fait, est en contact avec Dieu. Contrairement à Oedipe, qui est au fond le jouet de Dieu, puisque au fond il n'a pas choisi son sort à l'origine, même si la pièce nous laisse entendre qu'il est coupable, mais est-il vraiment coupable? Telle est la question, justement. Édipe va consulter Tirésias, et on va assister à ce que les Grecs appelaient un agone, c'est-à-dire un affrontement, au pluriel agonès. Je vous ai parlé tout à l'heure d'agonès quand je vous ai parlé de cette compétition entre les poètes qui chaque année présentaient une tragédie devant le public athénien pour décrocher les lauriers, et ici l'affrontement oppose donc Édipe et Tirésias. On va voir que cet échange se produit non pas sous la forme d'un long monologue, suivi d'un second monologue qui serait la réponse de Tirésias à Édipe, mais bien au contraire sous la forme de courtes répliques, ce qui prouve l'incompréhension mutuelle entre les deux protagonistes, et il y a une révélation qui est très rapide, ce qui ne correspond pas du tout aux traditions du théâtre grec, et je dirais même aux standards des films policiers aujourd'hui, parce que si on sait tout depuis le début, mais à quoi ça sert finalement? Ou quel plaisir va-t-on avoir? Le suspense ne sera pas maintenu jusqu'au bout. Or ici, très clairement, on voit l'opposition entre l'obscurité et la lumière, l'obscurité n'étant pas du côté où on l'imagine, c'est-à-dire du côté de l'aveugle sur le plan physique, entendons-nous bien, et la lumière n'est pas Édipe, puisque ce n'est pas lui qui va trouver la solution, mais puisqu'il est bien à l'origine, il est bien la cause du malheur qui est en train de frapper Thèbes à ce moment-là. Donc ça rompt avec la tradition que cette révélation rapide qui va être faite par Tirésias à Édipe. On assiste donc à un renversement complet de la situation. Édipe, qui est le roi, devient l'accusé, devient le coupable. Édipe, qui est censé être un homme sage et qui est réputé comme tel dans la cité dont il est roi, très rapidement apparaît comme quelqu'un qui n'est pas propre du tout. Je commence donc cet extrait où c'est Tirésias qui commence. Ou plutôt, dans mon texte à moi, parce que je n'ai pas repris évidemment ce qui précède, où c'est Édipe auquel il est en train de répondre. Tirésias donc répond à Édipe, « Vraiment, eh bien je te somme moi, de t'en tenir à l'ordre que tu as proclamé toi-même, et donc de ne plus parler de ce jour à qui que ce soit, ni à moi, ni à ces gens, car, sache-le, c'est toi le criminel qui souille ce pays. » Édipe, quoi? Tu as l'impudence de lâcher pareil mot? Mais comment crois-tu donc te dérober ensuite? Tirésias, je demeure hors de tes atteintes, en moi vit la force du vrai. Donc elle confie entre le savoir et le pouvoir, entre un intellectuel et d'autre part celui qui croit savoir mais qui ne sait pas, mais qui dispose du pouvoir matériel. Ça renvoie d'ailleurs pour ceux qui ont eu une éducation chrétienne au dialogue entre Hérode et Jean dit le Baptiste, ou d'autre part entre, comment dirais-je, le grand prêtre,
grand Sanhédrin, ou Ponce Pilate devant Jésus. On a au fond un dialogue du même type, mais qui appartient à une autre tradition, bien sûr. Édipe, et qui t'aurait appris le vrai, ce n'est certes pas ton art. Tirésias, c'est toi, puisque tu m'as poussé à parler malgré moi, Édipe. Et à dire quoi? Répète, que je sache mieux. Tirésias, n'as-tu donc pas compris? Ou bien me tâtes-tu pour me faire parler? Édipe, pas assez pour dire que j'ai bien saisi. Va, répète encore. Tirésias, je dis que c'est toi l'assassin recherché. Donc vous voyez, hein, il a dit un petit peu plus haut, c'est toi le criminel qui souille ce pays. Édipe, qu'est-ce que tu me racontes là? Je veux pas savoir. Et puis il lui dit, c'est toi l'assassin recherché. Et alors cette fois-ci, Édipe réagit et dit, ah, tu ne répéteras pas telles horreurs impunément. Alors là, c'est le bras séculier qui intervient face, hein, je dirais, à celui qui sait, à l'intellectuel. Et dois-je encore, pour accroître ta fureur, Édipe répond, dis ce que tu voudras, tu parleras pour rien. Tirésias, eh bien donc, je le dis, sans le savoir. C'est intéressant, sans le savoir. Hein, ce qui limite quand même sa part de responsabilité, ça. Sans le savoir, tu vis dans un commerce infâme avec les plus proches des tiens et sans te rendre compte du degré de misère où tu es parvenu, Édipe. Et tu t'imagines pouvoir en dire plus sans qu'il t'en coûte rien, Tirésias. Oui, si la vérité garde quelque pouvoir, Édipe. Ailleurs, mais pas chez toi. Non, pas chez un aveugle dont l'âme et les oreilles sont aussi fermées que les yeux. C'est le comble, hein, quand on connaît le destin ultérieur d'Édipe et ce qu'il va faire sur sa propre personne, Tirésias. Mais toi aussi, tu n'es qu'un malheureux quand tu me lances des outrages que tous ces gens bientôt te lanceront aussi, Édipe. Tu ne vis toi que de ténèbres. C'est quand même la meilleure. Hein, bon. Comment donc me pourrais-tu nuire à moi comme à quiconque voit la clarté du jour? Tirésias. Non, mon destin n'est pas de tomber sous tes coups. Apollon n'aurait pas de peine à te les faire payer, Édipe. Et ce Créon ou toi qui inventa l'histoire? Tirésias. Ce n'est pas Créon qui te perd, c'est toi. C'est intéressant, hein? On passe maintenant au troisième extrait, c'est l'interrogatoire de Jocaste par Édipe. Édipe est très inquiet. Finalement, il va trouver celle qui est censée en savoir le plus, finalement. C'est sa femme. C'est sa femme, mais qui a été la femme de Laios, préalablement, il ne faut pas l'oublier. Indépendamment ici du fait qu'elle soit la mère d'Édipe et qu'elle ait participé à son exclusion quand il était bébé. Donc, dans un premier temps, on va voir que Jocaste, par un certain nombre de preuves, loin de le calmer, loin de le rassurer, va l'enfoncer encore plus. C'est ce qu'on appelle le procédé de l'ironie tragique. Elle va renforcer ses inquiétudes. Jocaste, donc. Va, absous-toi toi-même du crime dont tu parlais, écoute-moi. Tu verras que jamais créature humaine ne posséda rien de l'art de prédire. Alors là, c'est intéressant. Elle va mettre en place une stratégie, en toute bonne foi d'ailleurs, pour essayer de démonter les arguments qu'Édipe met en évidence et pour le rassurer. Et je vais t'en donner la preuve en peu de mots. Alors on va voir qu'il y a trois arguments qui vont être mis en avant par Jocaste.
Un oracle arriva jadis à Laios, non d'Apollon lui-même, mais de ses serviteurs. Donc vous voyez, elle montre déjà qu'il y a des étapes intermédiaires entre le dieu et Laios lui-même. Il y a des intermédiaires. Bon. Le sort qu'il avait à attendre était de périr sous le bras d'un fils qui naîtrait de lui et de moi. Or Laios, dit la rumeur publique, deuxième fois on avait les serviteurs, ici c'est la rumeur publique, ce sont des brigands qui l'ont abattu, des brigands, mais des au pluriel, qui l'ont abattu au croisement de deux chemins, mais le problème c'est des brigands, mais croisement de deux chemins, ça au contraire, elle l'enfonce. Et d'autre part, l'enfant né, une fois né, 3 jours ne s'étaient pas écoulés que déjà Laios, lui liant les talons, l'avait fait jeter sur un mont désert, le mont Achéron dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, premier argument, vous comprenez bien, 1. Il n'y a pas eu une personne qui a tué Laios, mais il y en a eu plusieurs. Deuxième élément, c'est que l'enfant est mort, il ne pouvait pas survivre, il était sur un mont désert, les pieds liés, donc il est mort de faim. Là aussi, Apollon ne put faire ni que le fils tuât son père, ni que Laios, comme il le redoutait, périt par la main de son fils. C'était bien pourtant le destin que des voix prophétiques nous avaient signifié. De ces voix-là ne tient donc aucun compte, les choses dont un Dieu poursuit l'achèvement, il saura bien les révéler lui-même. Donc, troisième argument, ici, nul ne connaît l'avenir. Et donc, en fait, c'est le Dieu qui doit révéler finalement ses destins. Mais, je veux dire, on verra par la suite. Dans l'état actuel des choses, tu n'as pas à t'inquiéter. Alors, on va voir que Édipe, quelque part, il est à moitié rassuré, si vous voulez. Mais enfin, il y a quand même des éléments qu'elle a dit qui le stressent plus que jamais, et donc les arguments avancés par Jocaste ne sont pas ceux qu'il aurait fallu énoncer. Édipe. Ah, comme à t'entendre, je sens soudain, ô femme, mon âme qui s'égare, ma raison qui chancelle. Jocaste. Quelle inquiétude te fait soudainement regarder en arrière. Édipe. Tu as bien dit ceci. Laios aurait été tué au croisement de 2 chemins. Jocaste. On l'a dit alors, on le dit toujours. Donc c'est elle qui, finalement, tombe dans le piège de l'argument qu'elle dénonçait tout à l'heure. Elle dénonçait les rumeurs, et ici elle-même reconnaît que ce qu'elle a dit, c'est le produit de rumeurs. Donc voilà, donc ici, elle détruit son propre argument. Édipe. Et en quel pays se place l'endroit où Laios aurait subi ce sort? Jocaste. Le pays est la Phocide. Le carrefour est celui où se joignent les 2 chemins qui viennent de Delphes et de Dolia. Édipe. Et combien de temps se serait-il passé depuis l'événement? Jocaste. C'est un peu avant le jour où fut reconnu ton pouvoir sur Thèbes que la nouvelle en fut apportée ici. Édipe. Ah, que songes-tu donc, Zeus, à faire de moi? Jocaste. Quel est le souci qui te tient, Édipe? Édipe. Attends encore un peu pour m'interroger. Et Laios, quelle était son allure? Quel âge portait-il? Jocaste. Il était grand. Les cheveux sur son front commençaient à blanchir. Son aspect n'était pas très éloigné du tien. Édipe. Malheureux, je crains bien d'avoir, sans m'en douter, lancé contre moi-même tout à l'heure d'étranges malédictions. Donc ce sont les malédictions qu'il a prononcées tout au début de la tragédie, devant ce vieux prêtre, ce prêtre de Zeus, où il avait dit, eh bien voilà, le jour où on trouve ce criminel, je m'engage à le punir, à le chasser de la ville, etc. Donc vous voyez, 3 arguments ici, ou plutôt 3 questions qu'il pose, et à chacune des questions qu'il pose, il a une réponse qui l'enfonce, ou qui lui confirme plutôt que
ben, il pourrait bien être le coupable. La question d'abord est la question du lieu, le croisement des deux chemins. La deuxième question est celle du moment. Elle lui révèle qu'effectivement, ça s'est passé peu de temps avant qu'il arrive à Thèbes. Et puis finalement, le troisième argument, qui est évidemment le plus important, c'est que, ben voilà, Édipe ressemble à celui qui l'a tué. Bon. Alors bon, maintenant c'est Jocaste qui commence à se poser des questions, hein, parce qu'effectivement, elle fait le lien. C'est comme si elle avait refoulé aussi le fait que Édipe ressembla à son propre, à Laios, quoi, à son propre père. Elle commence à se dire, ben oui, il y a peut-être quelque chose là, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors, Jocaste, que dis-tu, Seigneur? Je tremble à te regarder. Donc c'est la première fois que l'on sent que l'inquiétude d'Édipe est partagée par son épouse Jocaste. Édipe, je perds terriblement courage à l'idée que le devin ne voit trop clair. Donc vous voyez, maintenant, c'est le devin qui lui voit très clair, et il avait vu très clair avant moi, et je me rends compte qu'il voyait clair à partir du moment où moi-même je commence à voir clair. Tu achèveras de me le prouver d'un seul mot encore. Donc il pose encore une question à sa mère. Jocaste, certes, j'ai peur aussi, mais apprends-moi ce que tu veux savoir et je te répondrai. Édipe, Laios allait-il en modeste équipage ou entouré de gardes en nombre, ainsi qu'il convient à un souverain? Jocaste, ils étaient 5 en tout, dont un héros, un chariot portait Laios. Édipe, à ce moment-là, dit, ah, cette fois, tout est clair. Mais qui vous a fait ce récit aux femmes? Donc, on est au cœur, si je puis dire, de la pièce. Le spectateur a tout compris, puisque Édipe et Jocaste ont mis le doigt dessus par cet échange lors de cet interrogatoire de l'épouse d'Édipe. Nous passons maintenant à la lecture d'un passage qui est l'expression uniquement du cœur. Je vous avais dit qu'il y avait donc des strophes et des antistrophes qui correspondent donc, alors que le chœur danse et chante en même temps en tournant autour de l'autel. On tourne dans un sens, on chante, je vais commencer par lire la première strophe, puis à un moment donné, je vais vous dire antistrophe, vous devez imaginer que le chœur tourne dans l'autre sens, et puis inversement, on retourne à une strophe. Le chœur, ici, comment dirais-je, invoque d'une manière religieuse le destin, et je commence tout de suite, je ferai un certain nombre de remarques en cours de route. Vous allez voir qu'il y a une unité musicale, car il ne faut pas oublier que c'était chanté, hein, une unité musicale qui est sensible et apparente par un certain nombre d'anaphores. Vous savez tous ce que c'est qu'une anaphore, depuis le fameux échange à la veille des élections présidentielles en France entre Nicolas Sarkozy et d'autre part François Hollande, c'était donc en 2012, et vous allez voir qu'il y a aussi de longues périodes prononcées par le chœur. Je commence donc, le chœur. Hein. Ah, fasse le destin que toujours je conserve la sainte pureté dans tous mes mots, dans tous mes actes. N'oubliez pas que c'est chanté. Donc la répétition de cette formule dans tout, c'est une répétition comme un refrain, si vous voulez, dans la chanson. Les lois qui leur commandent siègent dans les hauteurs. Elles sont nées dans le céleste éther, et l'Olympe est leur seul père. Aucun être mortel ne leur donna le jour.
Jamais l'oubli ne les endormira. Un Dieu puissant est en elle, un Dieu qui ne vieillit pas. Donc, vous voyez ici l'anaphore, un Dieu, un Dieu. Hein, donc, répétition avec une structure de phrase qui est exactement la même. On va retrouver d'ailleurs ceci un petit peu plus loin. Maintenant, on passe à l'antistrophe, c'est-à-dire que le chœur tourne en sens inverse. La démesure enfante le tyran. Lorsque la démesure, vous voyez, c'est répété 2 fois, c'est pas pour rien, c'est gaver follement sans souci de l'heure ni de son intérêt, et lorsqu'elle est montée au plus haut sur le fait, la voilà soudain qui s'abîme dans un précipice fatal, où dès lors ses pieds brisés se refusent à la servir. Or, c'est la lutte glorieuse pour le salut de la cité qu'au contraire je demande à Dieu, de ne voir jamais s'interrompre. Dieu est ma sauvegarde et le sera toujours. La démesure, ça nécessite quand même un petit commentaire. La démesure, c'est le péché le plus grave qu'un humain puisse commettre, puisque la démesure est le souhait de ressembler aux dieux. C'est le fameux péché d'Ibris ou d'Oubris des Grecs, et on ne peut pas imaginer quelque chose qui soit plus grave que cela, parce qu'en renversant l'ordre religieux, c'est l'ordre social, c'est toute la hiérarchie entre les individus qui est mise à mal, puisque l'ordre divin, comment dirais-je, l'ordre terrestre est le reflet d'un ordre divin. Dans le ciel, il y a le roi des dieux, et puis il y a des dieux, et puis il y a des dieux subalternes. Comment dirais-je, le panthéon grec est un panthéon hiérarchisé, où d'ailleurs le pouvoir a été pris par les chronites, c'est-à-dire les enfants de Cronos, autrement dit Jupiter et ses frères et sœurs, contre une génération antérieure de Dieu qui étaient les titans. Donc il y a eu plusieurs générations, tout ça est explicité d'ailleurs dans la théogonie d'Hésiode, qui fait la généalogie de tous ces dieux. C'est ce que veut dire le terme théogonie d'ailleurs. Hein. Or, vous voyez, or c'est la lutte glorieuse pour le salut de la cité qu'au contraire je demande à Dieu. Donc le chœur est là pour rappeler qu'il y a un ordre dans la cité, et que le désordre, c'est-à-dire, oui, la stasis, est la pire des choses qui puissent arriver à la cité. Il faut retrouver une situation d'équilibre, celle qui prévalait avant. Et c'est d'ailleurs la fonction du mythe, c'est de rappeler constamment quel était l'ordre antérieur auquel l'ordre contemporain sur lequel il doit se modeler. Maintenant, après l'antistrophe, on passe à la strophe. Celui qui en revanche va son chemin, étalant son orgueil, on a parlé tout à l'heure 2 fois de démesure, la notion d'orgueil revient ici, dans ses gestes et ses mots, sans crainte de la justice, sans crainte de la justice. Hein, Thémis, donc c'est l'ordre, Dike c'est le droit plutôt. C'est donc le cœur, je dirais, de l'organisation sociale qui est en cause. Sans respect des temples divins, celui-là, je le voue à un sort douloureux qui châtie son orgueil funeste. Orgueil, orgueil. Du jour qu'il se révèle apte à ne rechercher que profit criminel, sans même reculer devant le sacrilège, à porter follement les mains sur ce qui est inviolable. On voit bien qu'ici c'est toujours la même idée. Le cœur est là pour rappeler, hein, il est là donc pour rappeler les lois de la cité, le souci de la cité, l'ordre de la cité. Est-il en pareil cas personne qui puisse se flatter d'écarter de son âme les traits de la colère? Si ce sont de pareilles mœurs que l'on honore désormais, quel besoin ai-je vraiment de former ici des cœurs? Ben oui, sinon le cœur lui-même n'a plus de fonction.
Non, je n'irai plus vénérer le centre auguste de la terre. Je n'irai plus au sanctuaire, ni d'Abaï, ni d'Olympie, ni tous les humains ne sont pas, si tous les humains ne sont pas d'accord pour flétrir de telles pratiques. Ô Zeus souverain, puisque si ton renom dit vrai, tu es maître de l'univers, ne permets pas qu'elles échappent à tes regards, à ta puissance éternelle. Ainsi donc, on tient pour caducs et l'on prétend abolir les oracles rendus à l'antique Laios. Apollon se voit privé ouvertement de tout honneur. Le respect des dieux s'en va. Vraiment le crépuscule des dieux ici. Voilà, donc vous avez bien compris quelle est la fonction du cœur et quelle place il joue effectivement en tant que relais de l'inquiétude d'Édipe. C'est un relais ici, c'est sa conscience en même temps, car Édipe a déjà découvert ce qui s'est passé dans son interrogatoire avec son épouse Jocaste. Et on en arrive donc au dénouement, qui est donc la dernière partie d'Édipe roi, où là c'est donc un messager et le coryphée qui dialoguent, mais c'est le messager qui vient donc de Corinthe, hein, qui s'exprime. Ô vous que ce pays a de tout temps entre tous honoré. Oui, donc maintenant, Édipe et Jocaste sont donc conscients de leurs crimes et ils vont s'acheminer l'un et l'autre à leur manière vers la mort en se suicidant. Donc, ô vous que ce pays a de tout temps entre tous honoré, qu'allez-vous donc ouïr et qu'allez-vous voir? Quel chant de deuil devrez-vous faire entendre si, fidèle à votre sang, vous êtes intéressé encore à la maison des Labdacides? Ni l'Hystère ni le Phase ne seraient capables, je crois, de laver les souillures, ce sont des cours d'eau, l'Hystère et le Phase, de laver les souillures que cache ce palais et dont il va bientôt révéler une part, souillure voulue, non involontaire. La question est de savoir ici, se réfère-t-il à Jocaste ou se réfère-t-il à Édipe ou se réfère-t-il aux deux? Mais parmi les malheurs les plus affligeants ne sont-ils pas ceux justement qui sont nés d'un libre choix? Donc on voit ici que le destin que l'on pourrait croire être le fil conducteur du sort d'Édipe, eh bien, ce n'est pas le destin. Ils étaient libres d'agir autrement. Il y avait quelque chose en eux qui les a conduits vers cela, mais qui n'est pas ananké, comme diraient les Grecs, c'est-à-dire quelque chose qui les mène obligatoirement. Le coryphée. Donc le coryphée, c'est le chef du cœur. Hein. Ce que nous savions nous donnait déjà matière à gémir. Retenez, gémir. Qui viens-tu ajouter encore? Le messager. Un mot suffit, aussi court à dire qu'à entendre. Notre noble Jocaste est morte. Le coryphée, la malheureuse. Et qui causa sa mort? Le messager. Elle-même. Mais le plus douloureux de tout cela t'échappe. Le spectacle du moins t'en aura été épargné. Malgré tout, dans la mesure où le permettra ma mémoire, tu vas savoir ce qu'a souffert l'infortunée. À peine a-t-elle franchi le vestibule que, furieuse, elle court vers le lit nuptial, en s'arrachant à deux mains les cheveux. Elle entre et violemment ferme la porte derrière elle. Elle appelle alors Laios, déjà mort depuis tant d'années. Elle évoque les enfants que jadis il lui donna et par qui il périt lui-même pour laisser la mère à son tour donner à ses propres fils une sinistre descendance. Elle gémit sur la couche.
où, misérable, elle enfanta un époux de son époux et des enfants de ses enfants. Comment elle périt ensuite, je l'ignore, car à ce moment, Édipe, hurlant, tombe au milieu de nous, nous empêchant d'assister à sa fin. Nous ne pouvons plus regarder que lui. Il fait le tour de notre groupe. Il va, il vient, nous suppliant de lui fournir une arme, nous demandant où il pourra trouver l'épouse qui n'est pas son épouse, mais qui fut un champ maternel à la fois pour lui et pour ses enfants. Sur quoi un Dieu sans doute dirige sa fureur, car ce n'est certes aucun de nous qui l'entourait avec moi. Subitement il poussa un cri terrible, et comme mené par un guide, le voilà qui se précipite sur les deux vantaux de la porte, fait fléchir le verrou qui saute de la gâche, se rue enfin au milieu de la pièce. La femme est pendue. Elle est là, devant nous, étranglée par le nœud qui se balance au toit. Le malheureux à ce spectacle pousse un gémissement affreux. Il détache la corde qui pend, et le pauvre corps tombe à terre. C'est un spectacle atroce à voir. Arrachant les agrafes d'or qui servaient à draper ses vêtements sur elle, il les lève en l'air et il se met à en frapper ses deux yeux dans leurs orbites. Ainsi ne verront-ils plus, dit-il, ni le mal que j'ai subi, ni celui que j'ai causé. Ainsi les ténèbres leur défendront-elles de voir désormais ceux que je n'eusse pas dû voir, et de connaître ceux que, malgré tout, j'eusse voulu connaître. Et tout en clamant ces mots, sans répit, les bras levés, il se frappait les yeux, et leurs globes en sang coulaient sur sa barbe. Ce n'était pas un sointement de gouttes rouges, mais une noire averse de grêle et de sang inondant son visage. Le désastre a éclaté. Non par sa seule faute, mais par le fait de tous deux à la fois. C'est le commun désastre de la femme et de l'homme. Leur bonheur d'autrefois était hier encore un bonheur au vrai sens du mot. Aujourd'hui, au contraire, sanglots, désastre, mort et ignominie, toute tristesse ayant un nom, se rencontre ici désormais. Pas un qui manque à l'appel. On voit la référence, et j'ai eu l'occasion de l'annoncer tout à l'heure, à la règle des 3 unités d'Aristote. On a compris pourquoi Jocaste ne se suicide pas sur place. Enfin, je veux dire, aux yeux, devant les spectateurs, devant Édipe. Elle est dans une autre pièce, donc ce n'est pas possible, ne serait-ce que pour respecter ces fameuses règles qui ne seront théorisées que plus tard. Mais ce sont les règles classiques. Il y a ensuite la bienséance. Même si Édipe lui-même, lui, il ne se suicide pas, je dirais, physiquement, mais c'est une forme de suicide, je dirais une forme de suicide symbolique. C'est plus exactement une castration, on pourrait dire. Et je vais y revenir d'ailleurs dans ma conclusion. La vraisemblance y est. Donc c'est une scène, ce sont 2 scènes qui, dans le récit du messager, suscitent l'horreur, la pitié. C'est un récit qui est très visuel, très auditif également. On voit ce qui est en train de se passer, on entend ce que disent Jocaste et ce que disent Jocaste et Édipe par la voix du messager qui a été témoin de ces faits. On voit que Jocaste est honteuse, on voit aussi que c'est une figure ambiguë depuis le début, elle est beaucoup plus mystérieuse qu'Édipe finalement, puisqu'elle savait, peut-être elle consciemment, ce qui se passait, alors qu'Édipe, lui,
il est dans un processus initiatique qui le conduit progressivement vers la vérité. Vous aurez remarqué qu'il y a toute une série d'éléments qui permettent de comprendre la détresse de Jocaste. Il est question qu'elle s'arrache les cheveux à deux mains, elle gémit, Édipe lui-même pousse un cri terrible, il pousse un gémissement affreux. Tous ces verbes, tous ces substantifs sont là pour susciter chez le spectateur l'émotion. À la fin, il y a quelque chose qui est quand même intéressant dans ce passage, lorsque le Coryphée dit « Le désastre a éclaté non par sa seule faute, mais par le fait de tous deux à la fois. » Sa seule faute, je veux dire d'Édipe. Par le fait de tous deux à la fois, donc Jocaste et Édipe. C'est le commun désastre de la femme et de l'homme. Donc, il ne faudrait pas avoir peut-être une lecture au premier degré, lorsque Freud dans l'interprétation des rêves, parle du désir incestueux d'Édipe qui épouse sa mère après avoir tué son père. Il y a et Freud en fait s'en sert comme analogie. D'ailleurs, des hellénistes, entre autres Jean-Pierre Vernant, le grand helléniste français décédé il y a peu, a bien expliqué que l'Édipe de Sophocle n'est pas l'Édipe tel qu'il est expliqué par Freud. Il n'en demeure pas moins qu'on peut continuer à parler des complexes d'Édipe, il n'en demeure pas moins, mais l'Édipe de Sophocle, celui déjà d'Échille et celui aussi celui d'Homère et aussi celui d'Euripide ne peuvent être compris que dans un contexte particulier, suivant des codes sociaux qui sont ceux de la civilisation grecque. Donc il ne faut pas faire d'anachronisme, même si, je dirais, la théorisation de Freud garde tout son intérêt, même si son interprétation est sujette. Évidemment, son interprétation de la tragédie est sujette à caution, parce que il lit ce qu'il veut bien y lire, Freud. Hein. Voilà, maintenant le contexte d'Édipe peut être tout à fait une réalité psychologique de l'être humain. Ça ne change, ça ne perturbe en rien l'édifice construit par Freud dans la discipline qu'il a créée. Je vais vous montrer maintenant quelques livres pour compléter mon propos. De Paul Veyne, les Grecs ont-ils cru à leur mythe? C'est dans la collection Point Essai. De Jean-Pierre Vernant, que je viens de mentionner, Mythe. Alors là, il faut lire tout Vernant, je dirais. Mais je vous ai pris seulement quelques livres venant de lui. De Jean-Pierre Vernant, Mythe et religion en Grèce ancienne, au Seuil. Du même auteur, Mythe et pensée chez les Grecs, édition de la Découverte. C'est un recueil d'études. Un autre recueil d'études, du même auteur et de Pierre Vidal-Naquet, Mythes et tragédies en Grèce ancienne, même éditeur. Et là, en fait, vous voyez, là, un autre drame d'une tragédie antique. Il s'agit d'Agamemnon, donc tué par Égiste. Égiste lui-même qui va être tué avec sa femme Clytemnestre par Oreste.
C'est toute l'histoire des Atrides. Alors, de Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, à nouveau, Édipe et Sémite. Alors là, c'est un ouvrage évidemment fondamental pour notre propos, et qu'il faut évidemment avoir lu. Et il y a tout d'abord trois études de Vernant: Édipe sans complexe, ambiguïté renversement sur la structure énigmatique d'Édipe roi, le tyran boiteux d'Édipe à Périandre, et puis alors de Pierre Vidal-Naquet, une étude sur Édipe à Athènes et Édipe entre deux cités. Alors ça, c'est l'ouvrage à lire absolument. Moi, je n'ai pas voulu faire ici une étude, on aura compris, vraiment historique ou anthropologique, ça m'aurait mené beaucoup trop loin. Donc je vous recommande vivement, oui, c'est aux éditions Complexes. Hein. Et alors on voit Édipe qui est interrogé par la Sphinge, donc une tête de femme et un corps de lion avec des ailes. De Robert Flasselière, Devin et oracle grec, en que sais-je. Jacqueline de Romilly, précis de littérature grecque, Presse universitaire de France. Oui, là, ce sont des ouvrages généraux sur la littérature, pour l'instant. De Jean-Charles Moretti, Théâtre et société dans la Grèce antique, en livre de poche. Je vous renvoie aussi au cours que j'ai pu faire sur le théâtre à Athènes au 5e siècle avant notre ère. Le théâtre tragique des Grecs de Baldry en Maspero. De Georges Méotis, Sophocle, essai sur le héros tragique, Albin Michel. Alors, vous avez un petit profil, Édipe roi de Sophocle d'Alain Coupry, c'est chez Hatier. Et alors, un ouvrage de Freud, qui étudie, qui passe de l'Édipe individuel à l'Édipe collectif, lorsqu'il étudie dans la préhistoire le complexe d'Édipe comme fondateur des sociétés humaines, à partir donc de la préhistoire et de ce fameux épisode où les frères se mettent d'accord pour tuer le père tyrannique qui s'est approprié toutes les femmes du clan et qui donne lieu justement à la totémisation et au tabou de l'inceste. Petite bibliothèque Payot. Et un de ses élèves britanniques, Ernest Jones, a approfondi ce que Freud lui-même avait abordé dans l'interprétation des rêves. C'est dans les pages qui suivent ce que j'ai pu vous lire en introduction. Il a approfondi justement les relations entre le complexe d'Édipe, la tragédie grecque, et d'autre part le mythe d'Hamlet. Ça a paru en tel Gallimard, en traduction française, et je me suis proposé, donc, j'ai déjà fait un cours à ce sujet, mais d'enregistrer ce cours sur Hamlet de Shakespeare en 2021. Voilà. Je dédie cette leçon très imparfaite à celui qui fut mon maître, Roland Craé, un helléniste belge, ami de Jean-Pierre Vernant, qui m'a donc formé et qui avait fait sa thèse sur la littérature oraculaire chez Hérodote. J'ai dit